thème, simulation de notre programme de maintenance sur une architecture industrielle fictive. Les deux personnes qui vont animer cette conférence, Monsieur Jean-François Gignac, leader Global Vente et Alliance, et Monsieur Pablo Ramirez Garcia, responsable avant-vente. Messieurs, vous avez 30 minutes. Merci. Tu peux aller à la prochaine. Bonjour. Alors, mon nom est Jean-François Gignac. Alors, vous m'excuserez, je suis Canadien. J'ai un accent québécois. Et on m'interdit de gesticuler avec nos mains. Donc, aujourd'hui, je ne pourrai pas le faire. Donc, mon style sera un peu ralenti. Alors, aujourd'hui, on va vous parler un peu de notre approche à la sécurisation des environnements industriels. Et on va vous passer à travers une approche qui a été développée à travers des centaines de rencontres clients et d'échanges. Personnellement, je représente les ventes globalement pour Framatome Cybersécurité. Je suis basé au Canada. Je travaille avec les États-Unis, le Canada et la France et l'Europe. Et notre approche, il est basé sur la réalité, en fait. Alors, quelles sont les problématiques et les défis que nos clients rencontrent? D'un point de vue global, ça se rapproche énormément. Alors qu'on parle avec des gens qui sont dans le nucléaire, dans la génération d'électricité, dans le transport, dans la distribution, du manufacturier, on parle à des gens qui sont dans le pétrolifère, bien, ils ont sensiblement les mêmes défis qu'ils retrouvent dans l'ensemble de ces différents environnements-là, dus à la complexité, à l'architecture et au nombre de fournisseurs qui s'y rassemblent ou qui s'y retrouvent, ainsi que les générations de produits à travers les années. Pablo, tu veux te présenter? Tu veux pas te présenter? Allô? Oui, donc Pablo Ramirez, je suis responsable avant-vente au sein de Framatome, cybersécurité. Et en fait, je vais vous expliquer la démo. Donc, en gros, je vais illustrer en fait les propos de Jay d'une façon un peu plus concrète sous forme des démos. Donc voilà. Alors, si on décompose en 4 piliers, sensiblement les étapes principales de notre programme, ça se rassemble en 4 étapes. Consolider les actifs et les avoirs dans l'organisation. Alors que ce soit TI, que ce soit OT, les systèmes, la couche d'accès, les systèmes industriels rassemblent un grand nombre de différents actifs et ces actifs-là, on doit bien le décrire et on doit surtout bien comprendre la nature de l'actif en question, son rôle et son contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on doit aller chercher l'information sur l'actif à plusieurs endroits, que ce soit une sonde de découverte, que ce soit un IDS, que ce soit une CMDB, que ce soit une plateforme de gestion des incidents. Ce sont toutes des sources de données qui vont nous permettre d'aller cueillir de l'information sur l'actif. Pourquoi cette étape est importante et pourquoi on dit consolidation? Sensiblement, on veut être en mesure de faire le meilleur descriptif possible parce que toutes les étapes en aval vont être dépendantes de l'exactitude de la description de l'actif en tant que tel. Alors, si je fais un bon boulot côté de l'identification de l'actif, mais je vais faire un meilleur boulot à l'identification des vulnérabilités. Et ça, c'est la deuxième étape. On amène l'actif, en fait, à bien représenter les vulnérabilités qui l'affectent et qui sont exploitables, qui sont critiques en comparaison au contexte actuel de l'organisation. Alors, le grand défi d'avoir l'information sur l'actif et de gérer les vulnérabilités qui s'y rattachent, c'est qu'on a des faux positifs, on a énormément d'alertes, on a plein de trucs qui se rassemblent qui ne sont pas nécessairement pertinents pour moi en tant que propriétaire d'actifs. Alors, je veux passer mon temps sur qu'est-ce qui est critique, exploitable, qui est exploité dans la nature activement et qui représente un impact ou un risque sévère pour l'organisation. Alors, la meilleure identification des vulnérabilités nous permet aussi de rattacher une étape additionnelle qui est tout ce qui est l'identification des patchs disponibles pour l'actif en tant que tel. Est-ce que les patchs sont disponibles? Est-ce qu'elles sont souhaitables? Est-ce qu'elles ont des composantes de sécurité? Est-ce qu'il y a un risque rattaché à la patch en tant que tel? Et est-ce que c'est la mesure que je dois prendre en termes de rémédiation? Parce qu'on ne peut pas tout patcher, surtout pas. Alors, on va passer notre temps sur les patchs qui sont critiques et qui sont pertinentes pour l'organisation. On va faire des recommandations automatisées, mais revues par l'humain également, pour justement être prêt et être conscient de l'environnement client. Et la dernière étape, évidemment, c'est la planification de la rémédiation. Alors, si on parle beaucoup des outils, de l'automatisation, des recommandations,
On appelle ça communément des insights pour nous donner des pistes pour nos actions concrètes. Eh bien, on veut aussi accompagner la clientèle pour être en mesure de faire une bonne planification au niveau de la remédiation. Est-ce qu'on doit remédier? Est-ce qu'on veut mettre une mitigation ou un workaround en place pour être en mesure de contrer et de gérer le risque plutôt que d'appliquer une patch pour régler le problème en tant que tel? Donc, on va faire une bonne considération en accompagnement et en collaboration avec l'organisation du client. Alors, je suis sûr que tout le monde est familier avec les étapes du MCS ou le maintien en conditions de sécurité d'un environnement industriel. Alors, on a une approche très détaillée et les différentes étapes que vous voyez ici représentées, ne soyez pas inquiets, je ne vais pas passer à travers chacune d'entre elles dans le détail. Mais ce que je vais mentionner, par contre, c'est que chacune de ces étapes-là, pour nous, est souvent un point d'interaction à travers soit nos propres technologies, nos propres plateformes, soit nos services, ou des partenaires technologiques externes qui vivent déjà dans votre environnement ou dans l'environnement d'une organisation où est-ce qu'il y a des systèmes de contrôle ou qu'il y a un environnement TI avec des composants de sécurité en place. Donc, on va intégrer l'information qui existe à différents endroits dans l'architecture sécurité de l'organisation pour amener l'information pertinente qu'on a besoin pour aider à la décision à travers chacune des étapes qu'on représente ici. Évidemment, si vous regardez à la gauche, vous allez voir tout ce qui est en amont, l'identification, la priorisation, la définition de l'environnement. Et ensuite, on passe vers la droite dans le mode résolution, rémédiation, planification, gestion des incidents, application des rémédiations. C'est bien? Pablo, je te laisse sauter dans ta présentation. Oui, merci Jay. Donc en fait, on va illustrer les différentes étapes du maintien en conditions de sécurité par le biais d'une démo. Donc vous voyez à l'écran donc une architecture type d'un système ou un réseau industriel. Donc sur la partie basse, donc on voit les systèmes qui sont plutôt proches du procédé industriel, donc le système des contrôles-commandes. Vous voyez qu'il y a des contrôleurs type Siemens ou Schneider. Et on a également des systèmes de visualisation comme des HMI. Et puis sur les couches un peu plus hautes, on va retrouver par exemple sur la partie gauche donc des systèmes des stations d'engineering qui vont piloter ces contrôleurs-là qui se trouvent dans les couches plus basses. Donc, typiquement, là vous voyez l'application Control Expert de Schneider qui va piloter le contrôleur M340. Et puis également sur la partie droite, vous allez voir donc, une zone plutôt d'administration où on va placer nos solutions. Typiquement, il y aura la VM qu'on va vous montrer, CyberWatch, qui va permettre la gestion des actifs et des vulnérabilités des actifs qui sont présentés. Un peu plus haut dans les couches, on va retrouver la partie plutôt proche de l'IT, donc ce qu'on appelle la Business Network. Et puis, potentiellement, entre les deux, on peut retrouver des architectures avec des zones démilitarisées, des DMZ, pour séparer les deux mondes, le monde industriel et le monde IT. Donc en fait, je vais illustrer tout le procédé de maintien en conditions de sécurité. D'abord, on va vous montrer comment on a ingéré en fait, dans l'outil tous ces actifs-là, parce qu'il y a différentes manières de le faire. On va également vous expliquer le groupe de criticité qu'on a établi pour identifier les actifs industriels, puisque c'est des actifs qui sont un peu différents des actifs IT. Et on va se focaliser sur le contrôleur que vous voyez à l'écran, le contrôleur Schneider M340, pour donc identifier les vulnérabilités qui sont prioritaires et celles qui ne le sont pas. Donc voilà, dans le processus, c'est important que cette priorisation-là soit faite par rapport au contexte, à mon contexte à moi en tant que client. Et finalement, donc, on va opter pour l'application des mesures de remédiation, c'est-à-dire soit du durcissement, soit de l'application de patch. On évoquera vers la fin également l'importance de la validation de ces mesures de remédiation, c'est-à-dire avant d'appliquer une mesure de durcissement ou un patch, par exemple, c'est convenable, fortement recommandé, de simuler ça dans un environnement type bac à sable ou simulation CyberRange. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va vous montrer l'outil.
Donc c'est un outil de gestion d'actifs. Donc vous voyez que sur la partie inventaire, on va retrouver les actifs classifiés par la catégorie d'actifs, le système d'exploitation, le groupe de criticité. Et je vais m'attarder un petit peu là-dessus plus tard. Et puis des groupes auxquels appartient l'actif. On retrouve le contrôle système qu'on voyait sur les schémas. On retrouve également la partie engineering system qu'on retrouve également sur l'architecture. Et puis plus bas, donc, on va avoir les détails des actifs et avec des informations sur l'OS, le groupe de criticité, le groupe d'appartenance. Et puis une information importante, c'est les vulnérabilités qui affectent cet actif-là. Donc on voit par exemple dans celui-là l'ensemble des vulnérabilités qui concernent cet actif-là et on voit celles qui sont prioritaires. Donc vous voyez sur la cible du tableau, donc les vulnérabilités qui nous intéressent vraiment et celles qu'il faut remédier. Donc voilà, tout d'abord, comment on a inséré tous ces actifs-là dans l'outil. Donc plusieurs manières. On peut se baser sur les solutions que vous avez déjà sur place, des sondes de réseau, peut-être des CMDB, des bases de données qui existent déjà chez vous, donc pour pouvoir les ingérer. Ça se fait par le biais des tableaux, des fichiers ou des API. Et également, on peut ingérer des actifs en mode connecté, par exemple des actifs avec un agent. Donc là, typiquement, on peut insérer un agent qui tourne sur Windows. En fait, directement depuis l'outil, on va pouvoir le télécharger avec la version qui correspond. Ou alors, si plutôt on est sur une machine ou un actif plutôt Linux, on va retrouver pour la distribution en question les commandes qu'il faut faire tourner sur l'actif pour ingérer l'actif dans l'outil. Voilà, on a également un mode sans agent, donc lorsque vous n'avez pas la possibilité d'installer un agent, donc du coup on utilise des protocoles, je dirais assez standards du marché, donc type SSH ou WinRM ou SNMP, et tout ça sans installer un seul agent. Également, nous avons la possibilité, et ceci est très important en milieu industriel, d'ingérer des actifs en mode, ce qu'on appelle mode air gap. Donc voilà, deux manières de le faire. Soit on fait tourner des scripts sur les actifs, on récupère le résultat des scripts et on les ingère dans l'outil à travers cette interface-là. Soit par des données déclaratives, directement avec un langage spécifique. Donc là-dessus, on a différentes façons de le faire. Et là, vous voyez que voilà, différents types d'actifs auront différentes manières d'ingérer les actifs de manière déclarative. Donc, dans le cas d'un équipement industriel, on va pouvoir ingérer tous ces fournisseurs-là actuellement ou d'autres qui pourront venir par la suite en appliquant ces langages-là. Donc, voilà pour l'ingestion des actifs. Ça, c'est la première partie. Maintenant, je vais vous expliquer les groupes de criticité qu'on a vus tout à l'heure sur l'interface. Vous voyez ici qu'on a des groupes, et notamment on a le groupe industriel qui va quelque part identifier les actifs qui sont industriels avec un niveau de criticité adapté. Donc pour définir ce groupe-là, on va définir des seuils au niveau des scores CVSS des vulnérabilités qui affectent cet actif-là. C'est-à-dire, par exemple, on va être concerné par les vulnérabilités qui ont un score au-dessus des 7 CVSS de base. Et on va établir des seuils par rapport au score EPSS, qui est un score qui indique l'exploitabilité en fait, de la vulnérabilité. Donc on définit ces deux seuils-là. Et en plus de ça, on peut donc identifier ou taguer les vulnérabilités qui sont publiées par l'agence américaine CISA et également par l'agence française l'ANSSI, le CERT FRALE. Donc et ça, c'est pour les critères qui vont déclencher quelque part la priorité sur le niveau de criticité. Ensuite, dans le groupe de criticité, on va définir la composante environnementale du score CVSS.
Donc en fait, le score CVSS de base, il va être recalculé, il va être converti dans un score qu'on appelle CVSS BTE, donc avec la composante temporelle et la composante environnementale, et du coup, confronter ces nouveaux scores BTE aux seuils qui ont été définis en fait dans le groupe. Donc typiquement, dans ce groupe de criticité industrielle, on va définir des exigences de disponibilité élevées, puisqu'on est sur un actif industriel, et la disponibilité est très importante. Or, on va définir des exigences de confidentialité et d'intégrité qui sont plutôt basses. Également, on a la possibilité de configurer des plafonds sur les settings du score environnemental par rapport au vecteur d'accès, au vecteur d'attaque. Dans ces cas-là, dans notre contexte particulier, on peut dire que en fait, les vulnérabilités qui nous affectent sont celles qui sont uniquement en local, parce que par exemple notre réseau il est bien étanche et on ne va pas être concerné par des vulnérabilités qui attaquent par le réseau. Donc du coup on le fixe en mode local. Et si par exemple on a dans notre infrastructure, dans notre contexte, un niveau de privilège qui est plutôt partiel, du coup on va fixer ça au niveau partiel. Donc voilà pour je dirais la configuration du contexte par rapport à la criticité. Maintenant, donc on va voir ça d'une façon un peu plus concrète. Et tout à l'heure, je parlais du contrôleur Schneider M340. Et là, on a décidé, dans cette démo-là, de se focaliser sur cet actif critique. Vous le voyez ici. C'est celui-là. Donc il appartient au groupe de criticité industrielle qu'on vient de configurer juste avant. Et bon, il appartient à d'autres groupes. Et on voit que en fait, les vulnérabilités qui affectent cet actif s'élèvent au nombre de 36. Et parmi ces 36-là, on a 4 qui sont prioritaires. Donc en fait, on voit un peu plus de détails sur ces vulnérabilités-là. Donc on retrouve sur ce tableau-là qui concerne l'actif les numéros de vulnérabilité qui sont prioritaires. Donc vous voyez les 4 qu'on voyait tout à l'heure en tant que prioritaires. Et on voit une vulnérabilité assez curieuse parce qu'elle a un score CVSS qui est plus élevé que les autres. Par contre, le score recalculé par l'outil en score CVSS BTE, donc avec la composante environnementale, fait descendre le scoring de 9,1 à 4,6. Donc du coup, elle se retrouve en dessous de notre seuil fixé à 7 et en dehors de vulnérabilité prioritaire. Donc voilà. Maintenant, si on se focalise sur les vulnérabilités prioritaires qui sont celles qui nous intéressent vraiment, on va vouloir finalement appliquer des mesures de remédiation. Donc imaginez qu'on est dans un environnement industriel. Donc forcément, l'application des patchs va être compliquée à court terme. Et du coup, on va plutôt à long terme, pardon. Et du coup, on va vouloir à court terme appliquer du durcissement et peut-être à long terme appliquer des mesures de correctives, donc type patching ou application des correctifs. Donc voilà un petit peu le détail de cette vulnérabilité-là. L'outil permet de donner pas mal d'informations, en fait, notamment le type de vulnérabilité, la classification. On a le score détaillé ici avec les différentes composantes. Et on a des liens vers des entités qui détaillent beaucoup plus ces vulnérabilités-là, et notamment Schneider, qui est un acteur assez actif dans la publication des vulnérabilités et la publication de solutions de remédiation, publie donc des informations sur cette vulnérabilité-là. En l'occurrence, elle est liée à 2 autres. Donc ça fait 3 vulnérabilités qui sont liées à une faille similaire. Dans ces cas-là, on est en train de parler du serveur FTP qui en fait provoque ou peut exposer en fait l'actif à des corruptions des données ou à des compromissions de l'actif. Donc en fait, finalement, soit on applique le correctif directement si on a la possibilité, mais puisqu'on est un milieu industriel, on va vouloir, dans un premier temps, appliquer une mesure de durcissement.
Alors là, la mesure du durcissement consisterait tout simplement à couper le port 21. Alors on ne peut pas le faire directement sur le contrôleur parce que ça peut compromettre également le processus industriel. Le contrôleur il pourrait redémarrer et arrêter le processus industriel. On pourrait le faire au niveau des firewalls autour du réseau où se trouve le contrôleur. Ou alors, une troisième solution serait débloquer ces ports-là au niveau des machines ou des stations qui se trouvent sur ce sous-réseau-là. Et c'est finalement ce qu'on va décider de faire. Et on va prendre comme machine d'environnement donc la station d'engineering qui se trouvait dans l'architecture. Et on voit qu'on a créé en fait une règle de durcissement qui consiste à appliquer ou à bloquer ce port 21 sur la machine. Donc finalement, dans l'outil, on va retrouver les commandes qui permettent de le faire. Donc on va pouvoir l'appliquer, le gestionnaire de l'actif pourra le faire. Et en fait, on va se retrouver dans une situation où finalement, la règle de durcissement elle a été appliquée. Vous voyez qu'ici, on a vérifié qu'elle est successful et que voilà, on a finalement bloqué le port 21 dans ces stations-là et on pourrait le faire sur toutes les stations qui sont sur ce réseau-là. Alors si finalement, lorsqu'il y a un arrêt de production, on décide d'appliquer le patch, donc on va dans l'onglet gestion des correctifs de l'outil et on voit qu'il nous propose en fait la mise à jour de la version 2.90 sur laquelle on est, en une version ultérieure, donc 6.6. Et en général, les équipes cyber, ils ne vont pas pouvoir le faire directement depuis cette console-là. Et ils vont certainement ouvrir un ticket auprès d'une plateforme de gestion des ticketing type ITSM, ça peut être Jira ou ServiceNow. Et en fait, l'outil, par contre, ce qui permet, c'est de créer ces tickets-là. Alors, si le réseau me le permet, je vais le faire en direct. Donc, je vais créer le ticket. Et en fait, sur cette instance Jira, on va retrouver le ticket qui a dû se créer. Alors, ça c'est également le fait démon. Je pense que le ticket n'a pas été créé un problème réseau. Alors, tac. Bon, un petit problème réseau. Ah. Bon, je ne vais pas vous les montrer parce que le réseau ne fonctionne pas, mais en tout cas, on a la possibilité de créer des tickets Jira ou ServiceNow et d'autres intégrations avec d'autres outils. Et ce qui est important de noter, finalement, c'est la partie validation. C'est-à-dire, avant d'appliquer ce qu'on vous a montré ici, il est convenable, recommandable, en fait, d'appliquer ou de simuler en fait, ces changements de configuration dans un environnement sécurisé, donc type CyberRange, où on va combiner des équipements virtuels avec des équipements physiques pour pouvoir tester le changement de configuration. Voilà un petit peu tout ce qu'on voulait vous montrer. Et je vais passer la main plutôt à Jean-François. Je te laisse présenter celle-là, si tu veux bien. Merci, Pablo. Alors, en fait, ce qu'on a montré dans l'outil, c'est surtout la portion automatisation qui est maintenant intégrée dans la plateforme. Framatome a fait l'acquisition de plusieurs entreprises qui sont en mode d'intégration dans le moment. Donc, certaines composantes vivent toujours dans un silo à part qui seront à l'intérieur de la console que vous venez de voir et qui présentent en fait non seulement l'information sur la patch, mais qui rend aussi le chemin disponible pour fournir les binaires. Donc, si c'est possible ou si c'est souhaitable pour l'organisation d'obtenir les binaires de notre part, prévalidés, bien emballés, livrés sécuritairement à l'environnement client, c'est une des compétences que nous avons et nous avons des solutions de livraison sécuritaire pour créer des dépôts de patch en fait sécuritaires pour un ingénieur ou un individu qui serait dans l'équipe pour aller faire et cueillir les patchs pour ensuite les appliquer le moment opportun. Évidemment, ça peut aussi être fourni en mode service. C'est un accompagnement qu'on fournit à plusieurs clients. D'ailleurs, tout ce qu'on a décrit en termes de processus, ce sont des choses qu'on fait comme service géré, comme accompagnement, comme co-gestion
dans les environnements industriels pour donner un coup de main à plusieurs entreprises qui ont la volonté, mais n'ont pas nécessairement soit les corps pour faire le travail ou qui n'ont pas la disponibilité de ressources pour le faire. Ça peut être fait en augmentation de notre part pour soutenir les organisations, surtout en infrastructure critique. Bon, alors pourquoi revenir aux 4 piliers? En fait, ce qu'on a souvent découvert dans nos conversations avec des clients, on protège maintenant des milliers de sites industriels à travers le monde. Évidemment, des environnements qui sont extrêmement critiques. Framatome vient du nucléaire, donc on a conscience non seulement de la sécurité, mais de la sûreté également. Donc, la qualité de nos individus, les offres de services qu'on fournit, l'accompagnement non seulement de l'outil et des plateformes, c'est vraiment une approche très méthodique de notre part pour bien s'ajuster et se contextualiser par rapport à votre organisation, vos besoins. Et évidemment, si vous avez des questions maintenant, aujourd'hui, que vous voulez poser sur ce qu'on a présenté, ça nous fera plaisir. Ah oui, j'oubliais. Alors, ça c'est quand? Non. La présentation technique. Demain, 11h50? Ici même. OK. Sur le modèle de priorisation qu'on utilise pour la criticité et les vulnérabilités. On a aussi un webinaire qui sera publié le 17 avril. On vous invite à le consulter en ligne et ça nous fera plaisir de partager avec vous une approche très détaillée sur notre programme de patch management pour l'ensemble de notre clientèle. Pardon? Oui, tu veux, je pense, un commentaire sur la source de vulnérabilité NVD. Alors, vous êtes sûrement conscient, ou si vous ne l'êtes pas, je vous invite à en prendre conscience, que la source de vulnérabilité NVD, une grande source américaine qui est publiée par le NIST, est en problème dans le moment. Ils sont plus d'1 mois de retard sur le traitement des vulnérabilités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un client qui essaie de se protéger? L'ensemble des fournisseurs de sécurité dépendent de NVD pour alimenter leur propre plateforme. Alors ici, on a un avantage parce que CyberWatch, dans ses propres processus et l'établissement de sa propre base de données de vulnérabilité, utilise d'autres méthodes de recherche et de cueillette de vulnérabilité et nous ne sommes pas entièrement dépendants de ce que le NVD peut fournir. Alors, pour un client qui se pose la question, une organisation qui est en débat à savoir de quelle façon se protéger et d'être aux dernières nouvelles par rapport à la vulnérabilité, c'est un avantage qui justement faisait partie de, je dirais, le thought leadership que CyberWatch avait par rapport à la criticité de bien gérer la vulnérabilité dans l'environnement pour ne pas créer des alertes additionnelles et des actions qui sont non pertinentes, passer du temps à des endroits où on n'a pas besoin de passer du temps. Alors,